Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face exceptionnel. Aujourd'hui, André Berkov reçoit Ariane Billerand, philosophe, docteur en psychopathologie et surtout auteur de ce nouveau livre, Le psychopathologie du totalitarisme. Sommes-nous dans une dérive totalitaire? C'est aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour Ariane Billerand. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour aux auditeurs. D'abord, bonjour, et je suis très heureux de vous recevoir enfin. C'est vrai que ça faisait quelque temps, et surtout, je voudrais dire que votre livre que j'ai lu et que j'ai lu avec attention, il est très important. Et je ne dis pas ça comme ça, on ne dit pas de tous les livres qui sont importants. Je trouve que vous apportez quelque chose, je vais essayer de le résumer et vous allez me corriger si je me trompe, Ariane Billerand. D'abord, vous apportez quelque chose de très important après les travaux de Hannah Arendt et beaucoup d'autres, bien sûr. Mais quand on parle de totalitarisme, on parle très souvent et toujours, et à juste titre, d'Hannah Arendt. Et puis, ce que vous avez apporté, je dirais que quand on parle totalitarisme, on parle Hitler, on parle Mussolini, on parle Pol Pot, on parle beaucoup d'autres, on parle évidemment Staline, Goulag, etc., etc. Et puis vous avez dit oui, mais il y a en nous l'intériorisation, la psychologisation, je dirais, de ce totalitarisme. On va essayer d'ailleurs pour nos lecteurs et avec nous, mais je recommande vraiment ce livre parce que ce livre comprend que le totalisme n'est pas seulement un phénomène de masse, n'est pas un phénomène qu'on vous impose, c'est un phénomène qu'on essaye d'intérioriser en vous. Le gouverner par le chaos, le gouverner par la peur, etc., etc. Ariane Billerand, comment pourrait-on, aujourd'hui, est-ce que c'est un totalitarisme plus soft, entre guillemets, mais vous corrigerez, ou c'est quelque chose qui est déjà un peu à l'intérieur de beaucoup de gens, de beaucoup d'habitants de ce monde? La question est complexe. Je vais essayer évidemment d'y répondre depuis ma perspective. Alors, il est vrai que souvent j'ai écrit des livres par rapport à une insatisfaction que j'avais sur une notion. Et sur le totalitarisme, il me semblait que le prisme de la psychologie était savamment oublié, voire occulté. Et pour cause, puisque c'est essentiellement des philosophes qui ont parlé du totalitarisme. Oui. Et je suis partie de cette incrédulité qu'a Hannah Arendt face à Eichmann sur ce qu'elle a nommé la banalité du mal. Et finalement, cette banalité du mal, comment elle s'explique sur le plan psychologique. Donc, ce ne sont pas du tout des travaux qui sont nouveaux pour moi, puisque en 2010, je parlais déjà de démocratie totalitaire, donc en soulignant des processus de fond, parce qu'encore une fois, il peut y avoir une impulsion, bien sûr, politique ou de la part du pouvoir, et c'est ce que souligne Vera Tchara dans la préface, c'est qu'il y a une intention de totalitarisme mondial, notamment numérique, de prise de contrôle totale sur la vie des gens. C'est une prise de contrôle à la fois sur la vie publique, mais également sur la vie privée et sur la vie intime. Donc ça, c'est vraiment la définition du totalitarisme par rapport à d'autres types de phénomènes politiques qui peuvent être approchants, comme la tyrannie. Alors, ça, c'est une première chose. Il y a donc j'avais nommé ça démocratie totalitaire, et j'avais écrit beaucoup d'ouvrages sur le harcèlement, puisque c'était ma spécialisation. Le harcèlement, c'est la méthode de prise de pouvoir et de maintien au pouvoir du totalitarisme. Donc ça, c'est très important donc de la connaître. Oui. Mais au-delà de la question du harcèlement, le harcèlement ne s'instaure que sur un terrain, il faut une sorte d'écosystème où l'autorité est en perte de vitesse. Là, je fais le lien justement avec l'actualité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'autorité? J'avais aussi créé un livre qui s'appelle Psychopathologie de l'autorité. Oui. L'autorité, c'est une fonction symbolique, c'est une fonction paternelle, et c'est une fonction effectivement de justice et de droit qui défend et protège l'intégrité des individus. Ça, c'est la bonne autorité, la vraie autorité, ça, la bonne. Voilà, l'autorité, elle n'est pas à confondre avec l'autoritarisme. Bien sûr, et bien sûr. Confondre avec le laxisme. Et donc, il y a autoritarisme ou laxisme, en fait, ce sont des terrains fertiles à l'émergence de processus de harcèlement. Et ce que j'ai
appelés des groupes régressés, c'est-à-dire comment chaque individu finalement va se laisser happer dans une sorte de régression psychique que j'explique dans le livre et qui crée évidemment sa participation en réalité à l'émergence et à l'avènement d'un phénomène totalitaire. Donc ce sont tous ces mécanismes subtils où j'ai essayé d'introduire toutes ces nuances dont nous avons besoin pour penser du point de vue de la psychopathologie, qui est en fait l'explication des processus psychiques individuels et collectifs, comment tout ceci circule et se met en lien, et comment finalement, nous, individus, nous nous laissons prendre dans des phénomènes, bien sûr, par exemple d'idéologie, ou de... Alors on va en parler, c'est très complexe effectivement, et puis ça connote, c'est-à-dire ça touche de tous les côtés. Mais je voudrais, si on avait aujourd'hui, je ne sais pas si c'est possible parce qu'il ne s'agit pas, et vous êtes dans la complexité, c'est extrêmement important la complexité là, et de ne pas faire, je dirais, du schématisme ou des caricatures. Mais si on avait à définir le totalitarisme, et vous en parlez je dirais encore une fois dans toutes ces dimensions, et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, vous dites, on raconte des faits qui n'existent pas et on passe sous silence des faits qui existent. Et on le voit aujourd'hui de la manière la plus incroyable. Vous avez parlé de régression. Mais si on avait à définir, Ariane Bilran, le totalitarisme, comment on pourrait le définir ? Alors, très basiquement, je vais prendre deux définitions chez Hannah Arendt, qui est effectivement celle qui a tracé les très grandes lignes du totalitarisme en tant qu'essence. C'est une structure, c'est une structure politique. Ce n'est pas simplement un pouvoir, une oligarchie, c'est un pouvoir d'un petit nombre. Mais le totalitarisme, c'est une structure politique qui entraîne l'ensemble de la population. Donc, le projet, c'est la domination totale. C'est pour ça que ça s'appelle totalitarisme. C'est domination totale à tous les niveaux. À tous les niveaux. Individuel, de l'utérus au cercueil, j'allais dire, ou presque. Absolument. Le contrôle de toute la domination de toute la population, effectivement, de l'utérus au cercueil, on est tout à fait d'accord, et surtout le contrôle de la vie intime des sujets, alors que sur une dictature classique ou une tyrannie, on n'a pas nécessairement le besoin de contrôler la vie intime des sujets. Et Hannah Arendt a cette distinction, c'est que le tyran se calme quand l'opposition est à peu près tranquille. Elle peut exister un petit peu du moment qu'elle ne met pas en question son pouvoir. Dans le totalitarisme, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'opposition est neutralisée, la persécution augmente. Et ça, c'est très spécifique au phénomène totalitaire. C'est-à-dire que, au contraire, l'opposition vient un petit peu juguler l'expansion du totalitarisme. Puis, elle dit aussi, c'est la négation la plus absolue de la liberté. Il y a un autre point, c'est-à-dire que dans différents types, on va dire, de régimes politiques, on cherche l'aliénation du sujet humain, c'est-à-dire on cherche à l'aliéner dans des types d'esclavage, dans des types d'instrumentalisation économique, mais dans le totalitarisme, le sujet humain est devenu inutile, il est devenu superflu, c'est-à-dire qu'il y a une tentative d'annihilation, c'est-à-dire on cherche à le supprimer, il n'a plus aucune valeur, même plus économique. Oui, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Pardon, dans ce couple, dans ce qui est dans votre livre. Le but n'est plus l'aliénation, mais l'annihilation du sujet humain. Absolument. Donc, la valeur du sujet humain a totalement été éradiquée, en fait. Oui, c'est assez à la fois parlant et puis terrifiant, effectivement, de ce pouvoir, de ce contrôle, de cette domination. On va en parler parce que justement, je voudrais qu'on en parle aussi, Ariane Bilran, à l'aune des narratifs que nous avons vécus, nous. Il y a eu les narratifs, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale et puis de certaines dictatures ensuite du Cambodge ou ailleurs, et la Roumanie notamment et autres avant. Mais là, ce à l'aune du Covid, à l'aune du climat, à l'aune d'un certain nombre de choses que nous avons vécues récemment, justement comment ça s'articule, et on va en parler tout de suite après cette petite pause. On se retrouve avec Ariane Bilran dans 2 minutes. Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ariane Billéran, psychopathologie du totalitarisme, chez Guy Trédaniel. Vraiment, ça nous concerne tous, cela, parce que on parle, et vous le dites très bien, Ariane Billéran, on va parler de tout cela, ce monopole du pouvoir, cet arbitraire, ce gouvernement par la terreur, très intéressant. Alors parlons-en un peu. Je dirais, ce management par la peur ou par la terreur, c'est une obligation, c'est indissociable du totalitarisme, c'est une des bases. Parce qu'encore une fois, la méthode d'instauration du totalitarisme et de son maintien, c'est le harcèlement. Et le harcèlement ne peut fonctionner qu'à l'addition de chocs traumatiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme? C'est donner le sentiment à quelqu'un que son intégrité ou l'intégrité d'autrui est en danger immédiat. Oui. Et à partir de là, effectivement, vous prenez le pouvoir sur quelqu'un parce que la peur, ou plus amplement la terreur, entraîne des réactions stéréotypées. C'est pas moi qui le dis, c'est Arthur Koestler. Et ces réactions stéréotypées, vous les contrôlez. Et donc, mettre quelqu'un sous terreur, alors ce n'est pas une terreur forcément permanente, et c'est ce que j'explique dans le livre, il peut y avoir des périodes d'accalmie, de façon à ce que l'individu relâche de tension, d'attention et de précaution, et de nouveau, il subira un choc, on lui fera subir un autre choc traumatique qui va, nous on parle d'effraction, c'est-à-dire c'est comme un cambriolage de notre maison psychique. Et effectivement, maintenir quelqu'un sous la peur, c'est la meilleure façon de le soumettre. Oui, voilà. De le soumettre, oui. C'est-à-dire qu'il a peur, donc il va se ranger, il ne dira plus rien, il ne réagira pas, et il sera en sidération plus ou moins permanente, quoi. Ça. Voilà, une sidération, pour expliquer aux gens, c'est tout simplement être, pour prendre un mot commun, c'est être scotché. C'est-à-dire qu'on justement, on n'arrive plus à réfléchir et on n'est plus dans une aptitude à la rationalité, c'est-à-dire à réfléchir aux événements qui nous arrivent, à les mettre en débat d'ailleurs, etc. Donc la peur entraîne des réactions stéréotypées. Et dans les réactions stéréotypées, il y a la crispation et la radicalisation. Et quand on a peur, on cherche un groupe d'appartenance qui va nous protéger. Ça peut être aussi un communautarisme de type grégaire, c'est-à-dire qu'on va retrouver des instincts grégaires de protection dans des groupes pour ne plus assumer son individualité et donc sa responsabilité individuelle au passage aussi. Oui. Alors justement, cette responsabilité, cette agrégation, cette désagrégation plutôt que vous dites. Est-ce que à l'aune, je voudrais avoir votre ressenti parce que j'ai beaucoup pensé à ça évidemment en lisant votre livre. À l'aune du Covid, ce qui s'est passé, pas seulement en France, dans je dirais plusieurs parties du monde. Est-ce que ça a été ça? Est-ce qu'on a été scotché? Et justement, on a réagi en grégaire, en entendant du matin au soir et du soir au matin ce que nous entendions effectivement. Vous savez, les modélisateurs, on aura 50 millions de morts si vous ne faites pas ça, etc. Eh bien, vous êtes fichu, quoi. Est-ce que c'est un des éléments qui pourrait s'appliquer, sans généraliser, à une des dimensions du totalitarisme? Oui, absolument. J'en avais déjà parlé dans le débat interdit et vous aviez reçu Vincent Pavant, dont le sous-titre était Langage, Covid et totalitarisme. Alors, j'en avais parlé du point de vue du détournement, notamment de la langue, qui fait partie justement de l'instauration de ce totalitarisme. Mais il est évident que il y a eu dans les mécanismes et dans les processus une sorte de prise de pouvoir effectivement totalitaire, alors qui peut être liée de façon totalement bien intentionnée. L'enfer est toujours pavé de bonnes intentions et c'est là qu'on voit le problème. Mais il est certain que la population a été fisée. On lui a simplement expliqué qu'il y avait une menace extrêmement forte de danger de mort. Et ensuite, on a proposé différents types de protocoles.
Et ces protocoles sont très intéressants à observer du point de vue justement sous l'angle totalitaire, puisque ce sont des sortes de rituels dans lesquels il n'y a pas besoin de réflexion. On ne réfléchit pas, on applique les protocoles. Et ces rituels rassurent en fait la population, puisque elle a l'impression de conjurer le mal par le protocole. Les gestes barrières, le masque, etc. Voilà, différents types de protocolisation et de contrôle, bien sûr, et de flicage de la population. Mais il y a surtout, et je pense que c'était le sens. Alors, sur le débat interdit, c'était vraiment concentré sur ça. Bien sûr, je reprends des exemples dans ce livre, mais pas que. Il y a surtout le débat interdit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un pouvoir prend un prisme et l'impose comme seule possibilité de penser une situation, on a un problème. C'est-à-dire que, et c'est là que se crée l'idéologie qui est nécessaire à la pérennisation du pouvoir totalitaire, qui est en fait une croyance délirante, qui n'a pas de lien avec la vérité logique, qui n'a pas de lien avec la réalité de l'expérience, mais qu'on impose comme un dogme qui ne peut être contesté. Donc il y a une confiscation de la science. On sait que la science, c'est le lieu du débat, c'est justement pas le lieu du consensus. Et à cette seule condition que c'est une science, sinon on est dans un dogmatisme ou un fanatisme religieux. Mais la vérité révélée. Voilà. Donc, on voit bien que la contestation a été durement calomniée et durement censurée. Donc, c'est la même chose pour d'autres idéologies, parce qu'il y a un kaléidoscope idéologique aujourd'hui où il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. C'est clair. Par contre, on repère l'idéologie à la modification de la langue. Et ça, c'est extrêmement important. Oui, vous parlez beaucoup de la langue dans votre livre, d'ailleurs, dans le livre, là. Voilà, parce que si on commence à être dans la confusion sur les mots, si on a différents types de néologismes, donc sur effectivement ce qui s'est passé pour le Covid, nous avons été inondés par exemple de vocabulaire technique, d'experts médicaux auxquels personne ne comprenait rien en fait dans la population. Et j'avais relevé, je crois, une soixantaine de nouvelles expressions. Donc tout ceci modifie notre rapport à l'expérience que nous vivons. Et dans cette idéologie, ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où elle est dominante, eh bien, il s'agit de l'imposer, c'est-à-dire non seulement l'imposer aux esprits, mais faire en sorte qu'elle advienne. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça a été dit par de grands auteurs du totalitarisme. Et je voudrais c'est-à-dire que, oui, allez-y. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas se regarder l'expérience. On ne va pas, à aucun moment, on va faire un bilan en disant, bon, voyons voir si la politique que nous menons est efficace, par exemple. Quel est le retour de l'expérience? À aucun moment, on va faire ce genre de bilan. À aucun moment, on va faire cette rétrospection pour ajuster, par exemple, une politique qui serait partie dans le mauvais chemin. Pas d'esprit critique et encore moins d'autocritique. Jamais, c'est ça. Jamais. Jamais de contestation. Jamais de contestation. Alors justement, j'ai relevé dans votre livre, vous reparlez d'un autre livre de vous, Psychopathologie de la paranoïa, et vous dites ceci, et je cite parce que c'est très intéressant par rapport à ce qu'on a vécu. Dans la projection, il est fort probable que nous ayons affaire à une culpabilité réelle qui entraîne un sentiment de culpabilité insupportable et non pas une culpabilité fictive. L'idéologie totalitaire propose aussi la projection en désignant les coupables à éliminer parmi les innocents par la qualification de sous-citoyens, les mauvais citoyens désobéissants. La survie psychique y conduit nombre d'individus. Et quand vous dites sous-citoyen, Ariane Bilran, et mauvais citoyen désobéissant, ça nous rappelle le fameux « j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés » et quand on est citoyen, vraiment, on est responsable. Parole du président de la République aux Parisiens. Oui, c'est surtout, les sous-citoyens, c'est ceux qui n'ont plus accès à leurs droits. C'est-à-dire, normalement, il y a des droits inaliénables pour l'être humain, que d'ailleurs le code pénal est censé protéger. Oui. Et on a bien vu qu'il y a des catégories de citoyens qui, tout d'un coup, n'avaient plus accès à leurs droits parce qu'ils refusaient de subir l'injection. Donc, il y a eu des suspensions de droits.
Ce qui est important de comprendre, c'est que l'idéologie totalitaire, elle est toujours là pour légitimer le sacrifice, d'une part, et le sacrifice d'innocents dans la population. Donc, il va falloir construire cette légitimation. Sacrifice d'innocents, vous voulez dire quelque part bouc émissaire ou pas? Tout à fait. Alors, la caractéristique du bouc émissaire, c'est qu'il doit être le plus innocent possible. C'est lui qui, dans la tradition, porte tous les péchés d'autrui. Donc, ça figure peut-être, par exemple, l'agneau, l'enfant, c'est-à-dire celui qui est le plus innocent possible et qui va donc porter les péchés de l'ensemble du reste de la population, qui d'ailleurs l'invoque toujours au nom de la bien-pensance, c'est-à-dire qu'il y a toujours des masques de la vertu pour invoquer le sacrifice qui n'est pas légitime d'innocents. Donc ce sont des mécanismes et des processus de type totalitaire. On va continuer d'en parler, Ariane Bilran, juste après cette petite pause. On se retrouve dans quelques minutes pour inventorier la psychopathologie du totalitarisme. À tout de suite. Avec Ariane Bilran et avec vous au 0826 300 300, on prend vos appels. 0826 300 300, Emmanuel vous entend au standard. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sommes-nous dans une dérive totalitaire? C'est la question que pose Ariane Bilran dans son livre, un livre majeur, Psychopathologie du totalitarisme. Alors, justement, Ariane Bilran, allons un peu du côté de comment dirais-je, cette espèce on voit d'enrégimentation, évidemment, contre le mal, puisque nous sommes le camp du bien, nous pouvoir, donc on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, donc on va prendre tous les moyens, justement, et je voudrais qu'on continue cet inventaire, qu'ils soient psychiques, les moyens psychiques, les moyens, je dirais, judiciaires ou législatifs, d'assurer une masse homogène et passive, comme vous le dites, et puis évidemment l'annihilation des opposants, parce que ça suffit comme ça. Alors, est-ce que on a parlé d'un certain nombre, effectivement, d'actions de ce totalitarisme? Et est-ce que il y a au fond, alors évidemment, c'est évidemment pas un complot, mais est-ce qu'il y a un certain nombre de gens, en fait, que ce soit dans les siècles passés ou le siècle présent, qui disent oui, mais écoutez, il y a 20% de la population qui compte, le reste ne compte pas, donc il faut simplement qu'il reste calme, et donc on va s'envoyer par tous les moyens à ce qu'il reste calme et même, je dirais, prostré, etc. Est-ce que en fait, quels sont ces moyens? On en a parlé de quelques-uns, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y a deux questions dans la question. Je vais répondre à la première et puis après à la deuxième. D'accord. Je crois, la philosophie politique, elle a toujours pensé que le pouvoir complote. Ce n'est pas du tout nouveau. Pourquoi? Parce que quand on accède au pouvoir, on a tout simplement envie de s'y maintenir. C'est la nature humaine, elle est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle Platon disait qu'il fallait mettre au pouvoir des gens qui n'ont pas envie du pouvoir parce qu'on a moins de chances qu'ils aient la passion du pouvoir ou qu'ils la nourrissent. Voilà. Et donc, quand on veut rester au pouvoir, eh bien, le danger, premièrement, c'est la confiscation des privilèges, donc un déséquilibre avec le reste du peuple, et donc on pourrait se sentir tout à fait en danger par ce peuple-là. Ça, c'est vraiment les passions humaines, la nature humaine, et donc c'est la nécessité de l'instauration des contre-pouvoirs. Alors évidemment, quand les contre-pouvoirs ne fonctionnent plus, ce qui est à mon avis le cas aujourd'hui, nous avons un déséquilibre de plus en plus croissant, et donc il n'y a plus de limite. C'est le cas aujourd'hui chez nous, Ariane Bilran. Les contre-pouvoirs, effectivement, ne sont plus ce qui est absolument nécessaire, ne tiennent plus le coup, enfin ne sont plus assez puissants ou assez actifs pour réagir, quoi. Oui, et il y a aussi dans la dérive totalitaire, il y a la confiscation du droit.
C'est-à-dire que le fameux état d'exception qui aujourd'hui est devenu état de menace, j'ai écrit un article pour l'Antipresse là récemment sur la loi de programmation militaire avec cette nouvelle notion d'état de menace. C'est-à-dire qu'en fait la menace étant permanente, le droit est annulé. Or, le principe du droit, c'est de faire médiatisation dans une société, encore une fois, de faire autorité, à la fois symbolique et réelle. Donc, effectivement, la justice doit être opérationnelle. Mais il y a une confiscation de cette sphère du droit. On le voit avec les 49.3, etc. Donc, cette sphère de médiatisation du droit, en étant confisquée, augmente ce contrôle et ce déséquilibre. Et donc, dans les moyens, il y a celui-ci. Il y a la confiscation du droit par, notamment, le gouvernement, par décret, ou par un droit qui ne... Par 49.3, par exemple. C'est pas... Par exemple, tout à fait. Donc, encore une fois, l'annulation du débat. Le débat. Donc, quand il n'y a plus de débat, il n'y a que de la polémique. C'est-à-dire chacun campe sur ses positions, et c'est le meilleur ferment, comme disait Thucydide, l'historien du 5e siècle avant Jésus-Christ, meilleur ferment de la guerre civile. C'est-à-dire que quand il n'y a plus des espaces tiers de débat, de pouvoir et de contre-pouvoir qui s'équilibrent, eh bien, on est dans quelque chose où chacun va camper sur ses positions de façon de plus en plus radicale. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que pour le philosophe politique traditionnel, le pouvoir a une tendance pathologique à comploter. Ça, c'est clair. Pour se maintenir au pouvoir, absolument. Pour se maintenir et l'augmenter, d'ailleurs, oui, tout à fait. Et l'augmenter. Et ça, c'est la nature humaine. Donc, il a trouvé tous les moyens et toutes les stratégies pour soumettre les peuples. Donc, dans les stratégies pour soumettre les peuples, on a parlé de la terreur, mais on a parlé de l'idéologie, c'est-à-dire le fait de faire ériger une sorte de vérité suprême qui ne serait pas contestable. On a parlé de l'annulation de l'opposition, mais on peut parler d'endoctrinement et de manipulation de masse, bien sûr, c'est-à-dire qu'il s'agit surtout de faire en sorte que il y ait un collage émotionnel à ce pouvoir, que ce pouvoir devienne, entre guillemets, indispensable. Donc, pour qu'il devienne indispensable, il faut aussi qu'il se présente comme sauveur de solutions plus ou moins, de problèmes plus ou moins chaotiques qu'il aurait d'ailleurs souvent contribué à créer. Ceci n'est pas nouveau non plus. Je crée le problème et la solution, voilà. C'est ça. Et donc... Et donc, on est dans un entraînement de plus en plus grand vers ce que j'ai appelé la régression psychique, c'est-à-dire il faut réussir à légitimer l'idée que l'être humain peut être sacrifiable, qu'on peut le sacrifier. Et ensuite, ce qui est très spécifique au pouvoir totalitaire, je parle d'un délire de persécution, c'est pour ça qu'il y a un rapport avec la paradoxia, c'est un délire d'interprétation, on va interpréter des signes, ensuite on va en créer un délire de persécution, mais la persécution, elle est arbitraire, c'est-à-dire qu'au départ, bien sûr, elle peut concerner des opposants ou des gens, des opposants politiques ou des gens qui dérangent, mais ensuite elle va s'étendre à l'ensemble de la population, et on peut dire que c'est un système, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un pouvoir avec une population, c'est un système global dans lequel tout le monde va plus ou moins être entraîné, et c'est ce que j'analyse, pour créer non pas une société où respirable, où le lien commun, c'est quand même un lien a priori de bienveillance, ça devient un lien de la haine de tous contre tous, de la méfiance de tous contre tous, de l'encouragement à la délation. Et tout ceci, ce ferment de haine ne peut amener, comme je l'ai déjà dit depuis 2020, qu'à des phénomènes de guerre, et en particulier de guerre civile. Tout ça, c'est le terreau, c'est-à-dire qu'à force de ne plus avoir de débat, à force de confisquer la langue, d'en faire cette fameuse novlangue dont parlait la Newspeak, dont parlait Orwell, bien sûr. eh bien, on n'a plus les mots pour penser, on n'a plus les espaces pour discuter, et donc on est de plus en plus dans des phénomènes de radicalisation et donc de prosélytisme aussi, mutuel. Oui, bien sûr. Voilà. Mais Ariane Bilran, est-ce que vous considérez aujourd'hui, pas seulement en France, vous
vous vivez en ce moment à l'étranger, mais un peu partout. Est-ce que vous considérez que quand même, l'impression qu'on a à un moment donné, effectivement, on n'a pas parlé du woke et de la cancel culture, on pourrait en parler aussi, qui illustrerait très très bien les tentations que vous décrivez dans votre livre. Mais est-ce que il y a quand même, on sent en tout cas, je ne dis pas un retour de balancier, mais un esprit critique, et heureusement, enfin, vous en êtes la preuve vivante, mais il y en a heureusement beaucoup, en tout cas, qui consiste à essayer de se dire, mais attendez, il faut quand même réagir à cela, et on le voit, nous on le sent parmi les gens qui nous écrivent et qui nous écoutent. Il y a en tout cas, sans être d'un optimisme béat, ça bouge un peu, enfin l'esprit critique est encore là, quoi. La liberté, heureusement, mais heureusement. Simplement, donc Vera Sharav dans la préface insiste bien sur le très très grand danger et contre lequel il voit qu'il est tout à fait difficile de résister, c'est la numérisation croissante de nos existences et donc le contrôle numérique de nos existences. Et par qui, c'est encore toute la question. Hein. Donc il y a ce type d'esclavage numérique qui joue un rôle non négligeable dans cette... oui, tout à fait. Alors justement, vous parliez de ça. Je voudrais que vous me disiez, et justement peut-être avec des exemples, dans votre livre, vous avez une phrase qui m'a frappé, j'aimerais que vous précisiez un peu. Vous dites, dans le projet totalitaire, le paranoïaque définit la stratégie quand le pervers déploie la tactique. Est-ce que vous pouvez expliquer justement cette démarche, cette mécanique ? Oui. Parce qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup vulgarisé la notion de pervers narcissique, mais parfois pour la confondre avec d'autres types de pathologies. Ouais. Alors, je voudrais déjà en préambule dire qu'on ne naît pas. Hein, ce n'est pas quelque chose de génétique, c'est une construction ou une déconstruction ou une mauvaise construction psychologique qui d'ailleurs, et je l'explique dans mon livre, peut finalement concerner tout le monde par le phénomène de régression. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à l'abri, dans certaines circonstances, de devenir fou, donc paranoïaque ou schizophrène. Et nul d'entre nous n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri, et c'est précisément en raison de tous les chocs psychologiques que nous pourrions recevoir. D'accord. Donc la perversion, elle se caractérise par l'instrumentalisation de l'autre, c'est-à-dire j'utilise l'autre à mon propre profit, et après je le jette. On pourrait le décrire assez facilement comme cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'empathie, mais il y a un intérêt. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'intérêt, je ne vais pas aller utiliser l'autre ou l'instrumentaliser. Absolument. Donc là, on est dans cette fameuse aliénation du sujet. C'est-à-dire que si j'ai besoin de pressuriser tous mes salariés dans mon entreprise, et peu importe les conséquences psychologiques sur eux, mais parce que j'ai besoin de rendement immédiat, bien sûr, ça c'est un raisonnement pervers. Donc la perversion, elle est là pour déconstruire les liens entre les gens. Ça a été beaucoup étudié en psychopathologie des groupes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un individu qui peut avoir, par exemple, qui rentre dans une entreprise et rentre dans un groupe, c'est quelqu'un de très opportuniste, qui est sans foi ni loi, et il peut être tout à fait en mesure de déconstruire les liens dans le groupe, de semer de la division, par exemple, à son propre intérêt. Tout à fait. Donc là, la question, c'est comment le groupe va réagir. C'est là où, si le groupe est suffisamment solide et construit, l'individu pervers ne parviendra pas à ses fins. C'est sûr, c'est une métastase, c'est quelque part une métastase cancérigène, enfin dans le groupe, quoi. Mais justement, alors ça c'est la tactique. Et alors la stratégie, le paranoïaque. Voilà. J'ai donc bien expliqué comment le moment totalitaire était un moment de type paranoïaque. La paranoïa, c'est une psychose, donc il y a un déni de réalité, c'est-à-dire que la réalité n'est pas reconnue telle qu'elle est en fait, et elle fonctionne au délire. C'est ça. Mais c'est un délire qu'on a appelé folie résonante, c'est-à-dire que ça n'a pas l'apparence d'un délire. Et même les professionnels se font avoir par des délires paranoïaques parce que c'est extrêmement manipulateur. Bien sûr. Et ça a l'apparence de la raison. Donc quand vous écoutez, c'est un délire de perception,
conversation, la personne va vous expliquer que son voisin, etc., lui a fait ceci, lui a fait cela. Si vous n'avez pas le son de cloche du voisin, vous pouvez totalement vous laisser absorber dans ce délire. Et la paranoïa a pour spécificité d'être une pathologie du contrôle et une pathologie du plan quinquennal, hein, c'est-à-dire de l'organisation de la société à 10 ans, à 30 ans, à 50 ans, à sa façon, hein, et à la façon du contrôle absolu. Et on le voit pour les rares paranoïaques qui arrivent en psychiatrie, ils ont toujours des grands plans de réforme de la société à 30 ans, à 50 ans. Voilà. En fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que le système totalitaire, c'est l'alliance de différentes pathologies au pouvoir. Je parle aussi des psychopathes. Et que cette alliance, c'est-à-dire quand les fous accèdent au pouvoir, par imitation dans la population et par tous ces processus qu'ils vont transmettre, parce qu'on sait que la paranoïa est une pathologie contagieuse, hein, je vais parler de contagion délirante en 2010, c'est un terme qui est créé parce que... voilà. Ce qui est intéressant, Ariane Bilran, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai, c'est ça, on va construire l'homme nouveau, hein, on va faire table rase, vous en parlez aussi beaucoup dans votre livre, et je ne sais qui a dit, au fond, le totalitarisme, encore une fois en schématisant, mais c'est la formule, les fous ont pris le contrôle de l'asile, ils ont pris le pouvoir. Absolument. Et donc ils psychiatriseront ceux qui ne le sont pas. Donc, comme on l'a vu dans tous les systèmes totalitaires, parce que par projection, ce qui est un mécanisme, c'est d'attribuer à l'autre son propre problème, pour résumer très simplement, bien évidemment vont être désignés fous ceux qui sont sains d'esprit, et les fous vont donner leur mode d'emploi, leur vision du monde au pouvoir. Mais ce qui est très 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 important, c'est cette notion de contagion délirante qui explique pour les gens, pour leur dire simplement, les endoctrinements sectaires, les fanatismes de tout poil qui marchent très très fort. Oui, il marche on le voit en ce moment, hein, très très, les intégrismes de tout acabit. Ariane Bilran, on se retrouve avec nos auditeurs juste après cette dernière petite pause de 2 minutes. 0826 300 300, vous êtes nombreux à nous appeler aujourd'hui, 0826 300 300, tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h49 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Ariane Bilran qui vient nous présenter son livre Psychopathologie du totalitarisme. Et nous sommes avec Jérôme qui nous appelle depuis Bordeaux. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour, voilà, je vous appelle, en fait, j'apporte pas de la réflexion, mais plutôt de la réaction. Allez-y. Parce que j'écoutais votre émission d'une oreille distraite, et puis j'ai entendu juste avant aux informations que ils interdisaient, ils allaient élargir les lieux publics pour l'interdiction de fumer. Alors je mets de suite, je suis pas fumeur, mais par contre je suis d'une culture plage. J'habite dans la région bordelaise, plus près de la plage, et dès qu'on a un moment de libre pour aller se détendre, on va à la plage, c'est vraiment la culture du coin. Ouais. Et je me dis, mais ils sont devenus fous parce que c'est des milliers de gens qui vont à la plage, des centaines de milliers, bien sûr, qui prennent du bon temps. Moi, je fume pas, mais ça me dérange pas. Les gens maintenant, en plein air, des années, ils jettent leur mégot. Et je trouve ça. Alors, je voulais demander à Madame Bilieran dans quel cadre ça rentrait. Dans cette tendance totalitaire, parce que je me dis, mais comment ils vont pouvoir observer tous les gens et les épier pour... Est-ce qu'ils vont mettre des flics sur des places qui font des flics à chaque coin de fumée? Ouais, c'est intéressant. Des drones, des caméras partout. Enfin, je me dis, mais ils sont devenus fous. Jérôme, c'est bien. Alors, Ariane Bilran, justement, propose exemple concret, extension du champ des possibles de l'interdiction. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors moi je suis fumeuse donc trêve de plaisanterie, je pense que ça fait partie effectivement d'un mouvement de contrôle de tous les mouvements des citoyens qui sont d'ailleurs des tentatives de contrôle de plus en plus fines et parfois assez
folles. Hein, mais c'est ça, c'est absurde. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire d'empêcher les gens de fumer en plein air, quoi? Ben oui, l'intériorisation. Il faut que l'individu intériorise ce contrôle permanent sur la vie de son corps et ses faits et gestes. Et surtout, on voit que c'est le contrôle, encore une fois, de façon plus générale, de l'espace public. Donc, oui, il n'y a pas que sur ce phénomène-là, mais il y a des unités de contrôle. C'est intéressant, c'est-à-dire en fait le pouvoir veut étendre son contrôle le plus possible, quoi, que ce soit sur un plan spatial, mental ou psychologique. Je veux dire, c'est l'extension. Et souvent de façon absurde. Voilà, c'est aussi l'absurdité fait partie des processus parce que ça devient non pensable. Uburois et le rhinocéros, oui, absolument. Oui, c'était le plan anti-tabac présenté par Aurélien Rousseau et le paquet de cigarettes d'ailleurs montera à 12 € à partir du 1er janvier 2024. On a Guy de Ponto-Combo. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Monsieur Bercoff. On vous écoute. Bonjour Guy. Madame Bilran. Voilà, en préambule, d'abord, je voudrais savoir où en est l'homme libre et de bonnes mœurs de la démocratie grecque. Parce que c'est le point de départ de tout ça. Ouais. C'est le point de départ. Les dictatures du XXe siècle ont voulu créer un homme nouveau par la force. Mmh. Ceux qui nous dirigent actuellement, ils veulent nous asservir par la fourberie. Mmh. Et ça sera un peu plus long. On voit bien à travers de toutes les discussions, au travers des médias, au travers de plein de choses. Oui, plus. Sous le pseudo de démocratie, ceux qui nous gouvernent veulent conserver le pouvoir comme au temps des seigneuries et des baronnies. Mmh. Et ils nous prennent pour des vilains, pour des manants. Pour des ça gueux. Ne peut plus. Ouais. Ça ne peut plus aller vu que les informations circulent beaucoup plus vite. Donc les gens ont le temps de se former, de s'informer. Mmh. Oui, c'est vrai. Oui, allez-y. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est les dictatures. On oppose toujours dictature et démocratie. Les dictatures arrivent quand les démocraties ne peuvent plus faire leur travail, quand elles sont à bout de souffle. Et les démocraties, mis à part la démocratie communiste, bien sûr, mais les démocraties de droite n'ont duré que 20 ou 30 ans. Ensuite, le pouvoir est revenu à la démocratie. Exemple, Italie, Espagne. Voilà. Ouais. Et même Allemagne, d'ailleurs, on pourrait dire. Et même Allemagne. Alors, Ariane Bilran, effectivement, où il est l'homme libre des démocraties athéniennes, demandait Guy. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est effectivement plutôt une fourberie, enfin vous l'avez expliqué, vous avez donné tout le reste, mais disons ce que Guy appelle la fourberie. Alors, je crois que ce qui est important dans ce que Guy a dit et que je retiens, c'est l'homme libre et de bonnes mœurs. C'est-à-dire qu'effectivement, si nous n'avons pas suffisamment d'hommes qui aspirent à la liberté et qui sont de bonnes mœurs, et la société ne tient pas. Ça, c'est un premier fait. Je crois qu'il faut faire attention à l'idéalisation de la démocratie athénienne qui est donc un tout petit temps et concernait 40 000 citoyens, le reste étant des métèques ou des esclaves. Il ne faut pas oublier ça. Non, c'est vrai. Ce qui me paraît aussi un point important, c'est quel type de gouvernement quand il y a des grandes populations. Parce qu'encore une fois, ce qui est valable pour 40 000 citoyens n'est certainement pas valable pour des millions. Donc, ou des dizaines de millions. Comment est-ce des contre-pouvoirs qui fonctionnent Il y a une confiscation. De toute façon, cette confiscation, on l'a vu au travers de la confiscation du droit. Ça, j'en ai parlé. Il y a une confiscation très claire du droit du peuple à disposer de lui-même. Ça, c'est clair et net. Et donc, des droits de l'individu à disposer de lui-même. Donc, est-ce qu'un jour, parce qu'on arrive effectivement en fin d'émission, juste un mot, Ariane Bilran, encore une fois, vraiment, je recommande ce livre. Ce livre est important. Il faut prendre le temps de le lire et de réfléchir, parce qu'au fond, la liberté qui ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, Ariane Bilran, la liberté, quand même. Oui, c'est-à-dire que renoncer à son aspiration à la liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme.
c'est pas moi qui le dis, c'est Rousseau, mais c'est extrêmement important de redéfinir nos valeurs en tant qu'être humain, en tant que qui sont les autres êtres humains et quelles sont les valeurs collectives auxquelles nous souscrivons ensemble. On voit bien que nous sommes dans une crise fondamentale à ce niveau-là. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, ça va vraiment orchestré. Tout à fait. Et vous nous aidez à les redéfinir, Ariane Bilran. Merci. Je rappelle, Esteban. On rappelle ce livre, Psychopathologie du totalitarisme. Sommes-nous dans une dérive totalitaire? C'est disponible aux éditions Guy Trédaniel. Merci beaucoup, Ariane Bilran, d'avoir été avec nous. Merci à Thibaut et Emmanuel qui ont assuré la réalisation technique. Merci André Berkoff. On se retrouve demain à partir de midi jusqu'à 14h, comme tous les jours. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.